C'est un homme de beaucoup de mots qu'il nous est donné d'accueillir aujourd'hui. Mots qu'il assemble, associe, dissocie, fait rimer ou pas, traduit en corse ou en français depuis plus de 50 ans. Jacques Fouzine nous raconte cette vie au milieu des mots, avec ou sans filtre. Eh oui. Magnifique. Ah oui, c'est bon ça. Bienvenue dans votre vie, Oh. Jacques Fouzine. On va la retracer, votre vie, hein? Ah oui, pas mal. Ah Pas ouais, mal du tout. elle donne bien ces photos en grand Ah comme oui, ça. Hein. c'est splendide. Hein. Oh là. Eh bien, on va Oh les là. suivre comme ça. Hein? On va D'accord. commencer là? Oui, oui, d'accord. La danse du Lazaret. Exactement, sous la douce du Ouais, Lazaret. ouais. Qui en a là, au-dessus de la douce du Lazaret? Eh bien, ma famille, mon père, ma mère et ma petite sœur. On est où là? On est au village, carrément, à Hortal. Hortal et Daléjagne, hein? Oui, oui. Vous êtes né en 1940, vous? Moi, je suis né en décembre 40. En c'est-à-dire décembre 40. Presque en 41, quoi. Votre père avait déjà un certain âge hein, quand vous êtes né. Parce que le destin de votre papa, c'est assez, Il est assez né fascinant. Je crois qu'il était né en 5 ou en 6, donc effectivement. Donc, il avait la trentaine bien passée. Hein. Et qu'est-ce qui est la vie de votre papa? Parce que pourquoi Eh bien, il vous a eu si tard? Il a été... Charles, hein? Oui, Charles. Charles Fouzine. Il a été militaire de carrière. Donc, en fait, il m'a eu à la retraite, quoi, quand il est revenu, vers 36 ans, quoi. Voilà. Mais il avait commencé très tôt. Il avait commencé à 17 ans. Il s'était engagé à 17 ans. Et puis dans la Légion étrangère, entre autres. La Légion etc. étrangère, entre Donc, autres, parce qu'il est descendant d'Italiens, en fait. Hein. C'est les oui, Fouzine oui, viennent oui, d'Italie. oui, mais il est né là-haut. Lui, il est né au village. Il est né au village. Ouais, ouais. Et le papa tenait absolument à ce que Tout à fait. les enfants soient français. Soit français, il les avait fait naturaliser. Lui, il va faire sa carrière militaire, il va revenir à 36 ans au village. Et ce qui est intéressant, c'est que votre fabuleux. papa, il ne va pas prendre les emplois réservés qu'il y avait dans l'administration Tout à pour les fait. militaires. Lui, il va vouloir rester Il justement voulait dans ce rester, village. oui. En retrouvant à 36, il retrouvait au fond une enfance qu'il avait un peu abandonnée. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu aller en ville alors qu'il avait un emploi réservé, comme beaucoup de ses collègues. Lui, non. Ce que va faire votre maman, d'ailleurs, hein, descendre en ville, Alors, Elisabeth. Oui, Elisabeth. Oui. Elisabeth qui rencontre là, quand il, Oui, quand il rentre. elle était plus jeune que lui, et donc elle était beaucoup plus dynamique, si on veut, de ce point de vue-là. Et puis elle était très ouverte et très moderne. Lui aussi, d'ailleurs, parce qu'il écrivait très bien, il faisait pas de fautes d'orthographe, etc. Il avait même une écriture magnifique, que j'admirais beaucoup. Mais là, il voulait rester au village. Lui, c'était au village. Et ce qui est intéressant sur la modernité, par contre, c'est que on va voir la photo d'à côté. J'ai mis volontairement une photo d'école. C'est que votre père, il insiste énormément sur l'éducation. Tout à fait. Le savoir Tout est à un fait. trésor Tout pour à lui. fait. Ah oui, oui, absolument. Oui. Il considérait que ça, personne ne te l'enlève, disait-il. Tu vois. D'ailleurs, tout le monde disait ça dans les villages. Hein. Tous les diplômes que tu auras, tout le savoir que tu auras, tu ne l'auras de personne. C'est de toi uniquement et c'est de ton affaire à toi. Et donc avec ça, tu seras libre d'une certaine manière. Et ça tombe bien parce que justement, j'ai mis une photo là où on est à Hortal. Et, hein, Oui, oui. Vous êtes bon à l'école, vous? Ah oui, Vous êtes un bon élève, ça tombe bien, vous aimez bien apprendre. Même très bon. Donc là, c'est le point d'achoppement entre votre maman et votre papa, Oui. justement. Lui, il veut que vous étudiez et elle a moins envie, hein? Oui, disons qu'elle, il lui semblait qu'il ne fallait pas qu'on parte trop jeune de la maison. Moi, j'étais l'aîné des deux, mais en fin de compte, j'avais quand même 9-10 ans à l'époque. Hein, donc, partir à 10 ans pensionnaire à Aix-en-Provence, à partir du village, bon... Pourquoi Aix-en-Provence? Pourquoi parce vous que- vouliez partir à Aix-en-Provence? Parce que c'est là qu'étaient les enfants de troupe. Ah Voilà, les enfants de troupe que mon père connaissait. Et donc là, en plus, il avait un frère qui habitait à Aix-en-Provence. Donc, disons que pour lui, Aix-en-Provence, Louis avait surtout les enfants de troupe. C'était une sortie possible vers l'armée, mais par le haut, quoi, d'une certaine manière. Ma mère, non, absolument pas. Non, ils vont pas partir comme ça, hein, on va les enlever, etc., etc. Donc, elle a absolument refusé. Du coup, on a continué les études, mais d'une autre manière, quoi. Oui, votre père a obtempéré, là. Oui, il s'est laissé Et faire. vous les avez continuées, là, les études? Oui, alors, il y a eu une étape cours complémentaire à Chervion, CEG, mais ensuite, on est allé à Bastia. À Bastia. Et à Bastia, toujours brillante élève. Là, vous recevez un premier prix, je crois, Oui, c'est ça? oui, en première, j'ai eu le premier prix de maths et le second prix de français de la classe. C'était quoi? C'était pour faire plaisir à votre papa ou... Non, c'est naturel, je ne travaillais pas spécialement, mais... Facilité. Ça marchait bien. Vous êtes vraiment dans la jeunesse, justement, où tout est facile, parce que on va aller sur... Allez, je vous retrouve de l'autre côté de l'arbre. J'ai mis cette photo aussi.
non seulement vous travaillez bien au lycée, mais vous êtes pion et vous êtes même bien vu par tout l'aéropage du lycée. Ça, Là, vous êtes là. C'est l'état-major. Qu'est-ce que vous faites parmi l'état-major quand vous êtes au lycée, vous? Eh bien, je suis pion, c'est-à-dire surveillant d'internat. Hein, et donc, avec d'autres. Hein. Ce sont tous des gens qui ont fait plus ou moins carrière, presque tous dans l'éducation nationale. Tous brillants. Hein. Et puis, à côté de ça, il y a ça aussi. Ah oui, et ça qui est intéressant parce que ça, c'est la partie, là, c'est la partie intellectuelle et c'est la partie physique. Et je joue au foot très tôt. Très tôt et jusqu'à très tard. Jusqu'à très tard, effectivement. Jusqu'à Ajaccio, en 45 ans. Jusqu'à 45 ans? Oui, je jouais encore à Bindala. Ah oui? Oui, c'est le stade de Binde. Ça s'appelle toujours le stade de Binde, oui, toujours. On jouait là avec... et là, c'est où, là? Etc. Là, c'est au stade de la Rinée, là, à Bastia. Vous avez vraiment l'impression de faire partie un petit peu de cette jeunesse dorée bastiaise à l'époque. Comment vous... Bon, dorée, peut-être pas, mais enfin... Brillante, en tout cas. À qui tout réussit, j'ai l'impression, quand même. Moi, ça me marchait pas trop mal, oui. Oui. Pas financièrement, mais intellectuellement, oui. Et puis, on était tous de grands copains, quoi. Donc, et puis, ça marchait même au niveau amoureux, ça marchait pas trop mal. Vous aviez... Oui. Venez voir. Effectivement. Parce que vous vous retrouvez dans cette classe. C'est en lettres sup, c'est ça? Oui, non, ça, c'est en sciences ex. C'est quoi sciences ex? Sciences expérimentales. Sciences expérimentales. Et là, justement, j'ai rencontré ma femme qui est en sciences ex, c'est elle, qui était... Monique, parce que c'était la seule classe où ils étaient mixtes. Les autres, Matélème et Philo, ils étaient toujours d'un côté les garçons, de l'autre les filles. Alors que sciences sexe, peut-être parce que c'était nouveau, on l'avait mixé, on avait mis des filles et des garçons en même temps. Et ça fait cette rencontre, vous êtes très jeune là. Oui. Assez jeune, justement. Oui, très jeune, oui. On va venir là, parce que très jeune, vous avez un enfant. Oui, on a un enfant, oui. Là, il est déjà assez grand. Oui, mais j'ai que cette photo, moi. Vous avez quel âge quand vous avez votre premier enfant avec Monique? Je crois qu'on avait 19 ans. 19 ans. Comme ça, l'un et l'autre, oui. Il naît à Bastia, le petit Thierry. Bastia. Et donc, comme vous avez une famille, désormais, vous vous dites, il faut gagner notre vie. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et qu'est-ce que vous faites alors? Eh bien, on part. Donc, on part. Vous écrivez des lettres, en fait. On envoie des lettres. Là, vous envoyez des lettres un petit peu partout sur le continent. À toutes les inspections académiques des départements dits déficitaires à l'époque, parce que si on restait là, comme c'est un département excédentaire, même en étant un STIT, on aurait passé des années avant d'être titularisé. Alors que dans un département déficitaire, on était titularisé assez vite en passant le CAP tout de suite. Et donc, il y a un département qui vous répond assez rapidement. Le premier qui répond, vous dit... C'est l'Oise. Allez, Monique, dans prends les valises, on va dans l'Oise. Exactement. Et on va voir ce que ça va donner dans l'Oise. Allez, venez avec moi. Voilà, Jacques, installez-vous. Et bienvenue dans l'Oise. Où vous arrivez comme ceci, hein, tout jeune, tout beau. Oui, absolument. Avec votre épouse. Alors vous arrivez, vous, là, vous êtes bien habillé parce que vous arrivez en tant que directeur d'école dans un petit village de l'Oise, c'est ça? Oui, absolument. Et votre femme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Mon adjointe. Institutrice, mon adjointe, oui, absolument. Mais ça ne va pas vous suffire, ça. Assez rapidement, vous allez prendre des cours du soir, vous allez travailler, passer des diplômes, hein. Tous les deux. On est resté qu'un an dans ce premier village. Ouais. Et on a demandé l'année suivante tout de suite de descendre vers Paris. C'est l'Oise, on peut se rapprocher de Paris. Et on est allé, le deuxième poste était près de Paris. Parce que vous allez finir par y arriver sur Paris. Oui. Et vous, votre truc, à l'époque, justement, c'est plutôt ça. Alors, ça a commencé en même temps, effectivement, pratiquement en même temps, dans les années 70, début des années 70, aussi bien pour le Puy de l'Hermite que pour Rigir. Ce sont deux revues de poésie et de littérature, une en langue française et l'autre en langue corse. Commençons par le Puy de l'Hermite, parce que c'est une revue trimestrielle de poésie. Qu'est-ce que c'est cette révélation de la poésie, là? Ça vous prend à Paris aussi, ça, non? À vrai dire, la poésie, ça m'a toujours suivi, si on veut, puisque dans l'école, comme j'étais prof de français, la poésie sert quand même beaucoup, on l'utilise beaucoup. Et donc, les poètes, je les connaissais par l'école, si on veut, comme beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, rapidement, je me suis occupé de pédagogie de la poésie, puisque ma première thèse, elle s'appelle « Vers une pédagogie de la poésie ».
Or, la poésie, en général, on dit, ça se pédagogise pas, ça se prend pas, on l'a et on l'a pas. Et en réalité, moi, je pensais qu'on pouvait l'apprendre. Et donc, je montrais à mes élèves comment, justement, il fallait pas s'incliner trop devant les grands noms de la poésie, mais essayer d'en faire autant. Et donc, il y a toute une approche, un apprentissage qui me semblait pouvait être discuté en thèse. Et j'en ai fait une thèse qui était ma thèse de 3e cycle, avec Michel Lobreau, qui était mon directeur de thèse et qui était un grand spécialiste des sciences de l'éducation. Voilà. Ça, c'est le côté universitaire. Et puis ça, c'est le côté... Alors, dans cette revue, c'est quoi? C'est de la détente? Vous écrivez des poèmes comme ça? Non, mais on rencontrait beaucoup d'autres poètes. Ouais. Et c'est là que j'ai connu, je ne sais pas combien de célébrités de poètes de l'époque, à Paris, qui venaient chez nous, qui discutaient, on faisait des conférences, etc. J'ai côtoyé beaucoup comme ça. Et pour moi, la poésie était donc aussi la rencontre d'hommes qui sont des poètes, pas seulement les livres. Je sais pas moi, j'en ai plus, Pierre-Emmanuel, je sais pas, les noms m'échappent un peu, Philippe Soupeau notamment. Philippe Soupeau, oui. Voilà. Et ces gens-là, André-Pierre de Mondiard, il n'y a pas un Carême Maurice aussi. Carême, André-Pierre de Mondiard, etc. Des gens comme ça, des célébrités. Toute cette émulation un petit peu intellectuelle et poétique. Oui, ça tout à fait. En français. Et puis, en 1970, sort cette revue, Rigiro. Et là, vous allez faire la même chose en Corse. Tout à fait. La même chose. En gros, oui, mais sauf que là, on commençait vraiment. Et il y avait d'autres revues avant, mais la dernière, c'était au Montez, qui venait de s'éteindre dans les années 70. Donc, tout de suite après, on a repris Rigiro. Je crois que c'est en 73 ou un truc comme ça que ça a apparu le premier. Et donc, rapidement, on s'est installé, si on veut, dans une poursuite de la littérature et de la culture. Et comme en Corse, malgré tout, c'était comme les années 68... En France en général, et on peut dire dans l'Europe en général, elles ont été libératrices, disons d'une certaine manière. Elles étaient pour l'ouverture, pour beaucoup de choses modernes. Et oui, parce que L'Épuis de l'Ermite, c'est une revue surréaliste, voilà, on tout peut à le fait. dire. Néo-surréaliste. Voilà. Et ce néo-surréalisme, vous essayez de le faire aussi un petit peu avec la langue corse, quand même. Vous dites dans la poursuite, mais il y a quand même une vraie cassure. Mes premiers poèmes sont des poèmes quasiment surréalistes en langue corse. Et là, c'est la vraie rupture. Alors là, évidemment, et c'était pas forcément, ça n'a pas plu tout de suite. Enfin, j'ai l'impression, ça m'a surpris, mais en même temps, pour nous, c'était un vrai problème parce que comment parler en Corse pour un lectorat qui est habitué surtout à la chanson, plus qu'à la lecture de la poésie comme ça. Et pour eux, la poésie, c'était la rime, c'était le rythme, c'était un peu comme dans la chanson, quoi. Et tout le monde avait une poésie en tête. Complètement. Mais pas celle-là, quoi. Pas celle-là. Alors que moi, je militais un peu pour une rupture aussi. C'est d'ailleurs ce qui a amené le Riaquist. Hein. Le Riaquist était au son la renaissance de quelque chose. Et renaître, ça veut dire connaître ce qui s'est passé avant, mais faire autre chose. Si c'est pour répéter toujours la même chose, bon, à mon avis, on tourne un peu sur soi-même. Et comme vous dites, ça tombe bien, parce qu'à cette époque-là, à Paris, il y a des artistes qui sont en recherche d'une nouvelle écriture, d'une nouvelle langue avec l'ancienne langue. Tout à fait. Et notamment lui, on écoute. Ah oui. Ah oui, là, c'est... Voilà, oui. Da nome me ne ricordo quando un tesi a prima volta. Da nome rimmattera e mi scombuglie. Da nome di nuova mia miseria, un mio pensiero che balla un rondo in gira un mondo. Là, justement, oui. C'est une vraie rencontre aussi, oui, avec absolument. Ce monde-là, des artistes qui ont besoin de vous. Absolument, oui. Alors, particulièrement lui, puisque c'est avec lui que j'ai fait mes premiers textes et mes premières chansons, ce que je ne connaissais pas du tout au début. Hein, donc mais on s'est vite liés d'amitié, aussi bien lui, sa femme, ses enfants, sa famille. Et vraiment, on se retrouvait régulièrement. Il y avait une librairie qui s'appelait la librairie Paul à Montparnasse, qui était aussi un Corse qui tenait ça. Et donc, c'était le lieu de rencontre. Et c'est là venaient, je sais pas, des Corses, Angelo Rinaldi par exemple, mais également Ionesco qui habitait dans les parages, on le voyait le matin. Vous étiez vous adoriez votre vie à Paris. Pour moi, c'était la découverte d'un monde de la littérature ou de la culture que je ne connaissais que par les livres. Donc c'était une manière voir Ionesco et lire Ionesco, c'est un peu différent, quoi. Exactement. Donc tout va bien là à Paris.
Oui, moi j'étais Quelque content. part, vous retrouvez un petit peu vos racines, vous êtes bien, vous êtes professeur. On avait un bel appartement en plus. En plus. Très grand appartement qu'on louait, bien entendu, mais pas mal. Vous êtes professeur où à cette époque-là d'ailleurs? Oui, j'étais professeur au lycée Louis Armand. Au lycée Louis Armand. Qui était dans le 15e arrondissement. Et donc j'ai symbolisé cette photo. Quand même, chaque année. Ça, c'est je vais vous expliquer. Chaque année, il fallait repartir, effectivement. Chaque année, on allait à la mer. Obligatoire. La mer nous manquait. Rentrer en Corse, sauf qu'en 1981, oui, vous allez revenir, tous les deux, comme d'habitude. Oui. Mais sauf qu'il n'y a que votre femme qui va repartir. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe en 1981? Dès que je reprends mon poste là-bas à Paris, on me téléphone, on me dit qu'il y a un poste d'inspecteur de la formation continue qui m'attend à Ajaccio. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, j'y vais. Je suis parti donc et arrivé au rectorat d'Ajaccio dans le premier trimestre de la rentrée de 81-82. Mais ma femme est restée là-bas, d'autant plus que notre fils était allé en fac. Donc il fallait que ça. Donc elle accepte, Monique, elle accepte que vous rentriez. Oui, plus fort. Oui. Et vous, il fallait que vous rentriez à tout prix. Oui, moi, j'ai eu une mission tout de suite, c'est d'être coordonnateur académique de l'enseignement du Corse. Ah ouais. Et avec ça, vous allez parcourir toute la Corse, en fait. Ah oui, absolument. Dans tous les villages. Dans tous les villages. Votre mission, c'est quoi? C'est d'arriver dans les écoles et de dire il faut apprendre le corse? Pas seulement dans les écoles, dans les lycées, collèges. Et là, vous participez. Donc, il y a quoi? Il y a une centaine de postes qui sont créés en Corse à cette période-là? Pratiquement, oui. Pratiquement, oui. On les a pas créés d'un coup, mais progressivement, on est monté très vite jusqu'à. Puis alors, de la maternelle à l'université, parce que l'université venait d'ouvrir aussi en 81, donc elle était aussi tâtonnée un peu. Mais en même temps, moi, je regardais du côté de l'université qui me semblait être naturellement ce que je voulais faire, quoi. L'administration me plaisait sans plus, quoi. Et après, comme les recteurs ont changé, je me suis très bien entendu avec un des recteurs qui ont suivi Antoine Octave, qui s'appelait Lescuyer, et très mal avec le troisième. Et donc vous avez arrêté tout ça un petit peu? J'ai arrêté. J'ai dit, écoutez, monsieur le recteur, je peux être le conseiller des recteurs pour Corse, je peux aussi retourner à l'université. Il a dit, au revoir. Au revoir, monsieur le recteur. Et je suis parti. Et on vous retrouve ici. Et voilà. À l'université. Là, on est à la fac. Alors, vous êtes vraiment au tout début de la fac. Il n'y a que 14 professeurs à l'époque. Oui, très peu. On commençait, alors on organisait des réunions, des colloques, etc. Et voilà. Et là, vous êtes avec Jacques Thiers, avec qui on vous confond d'ailleurs encore volontiers, j'ai l'impression, aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je garde des moustaches. et d'ailleurs, on peut le dire, lui, c'est un militant politique. Vous, à l'époque, vous êtes un militant poétique encore. Oui, si on veut. Oui, absolument. Pas politique. C'est pas mal. Oui, non, j'ai jamais été un militant politique. Jamais été militant. Non, et vous avez plutôt même été un militant... culturel, dirons-nous. Ouais, et avant cela même, de cette matière-là. Ah oui, là c'est... Alors, le département des sciences de l'éducation n'existait pas en Corse. C'est moi qui l'ai créé. Et il me semblait qu'à l'université de Corse, il y avait une question qui se posait. Si on faisait de la langue corse, on était en quelque sorte un peu mis de côté. Une espèce de... Les étudiants étaient... D'abord, ils étaient au Palazzo Nacional là-haut, ils ne se mélangeaient pas avec les autres. Quand j'étais responsable du Palazzo Nacional, je dis maintenant, tout le monde descend et on se mélange tous. Parce que moi, je suis pour qu'on mélange les langues et pas qu'on les mette de côté, etc. Ça a toujours été mon point de vue. Et donc, je me disais, il y a toute une série de gens qui, en Corse, mériteraient qu'on s'intéresse à eux par le biais des sciences de l'éducation, surtout les enseignants, de la maternelle jusqu'au secondaire ou au primaire, et qui se méfient un peu tous de la langue corse, soit qu'ils la parlent pas, soit qu'elle soit un peu connotée nationaliste et uniquement nationaliste, et beaucoup de gens ne venaient pas. En créant le département des sciences d'éducation, j'ai réalisé cette fusion-là. Mais c'est intéressant, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous n'avez jamais milité pour un CAPES de Corse. Ça, c'est... C'était un problème, celui-là, parce que je voulais pas qu'on fasse un CAPES de Corse complètement isolé de tous les autres. Moi, il me semblait que si on était professeur de Corse, on devait être professeur de Corse, mais connaître aussi d'autres langues, y compris bien sûr le français. C'est un petit peu comme pour le latin et le grec, quoi. Tout à fait. Il me semblait qu'il y avait moyen de l'enrichir d'une certaine manière. Mais alors là, il y a toute une série d'options, en quelque sorte politiques, un peu intégrales ou intégristes, qui ont fait un CAPES un peu particulier.
qui a eu un certain succès, bien entendu, mais qui pose problème, qui risquait de poser problème. Parce que je leur disais toujours, attention, il ne faut pas que vous soyez plus de profs que d'élèves. Donc là, on a bien compris, Jacques, vous êtes professeur d'université, mais il y a une autre vie à côté de celle-là, une vie riche, et on ne va pas en parler dans cette pièce-là, si vous le voulez bien. D'accord. On va dans une autre pièce. Très Allez, bien. suivez-moi. Parfait. Dernière pièce, Jacques, derrière ces écrans, mais il y a encore vous, et toujours vous, avec une nouvelle activité, enfin, peut-on dire une nouvelle activité? En tout cas, professeur de faculté, ça ne vous satisfait pas, enfin, ça vous satisfait, mais ça ne vous suffit pas. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant avec vous. On vous retrouve là, en 1989, c'est ça? Vous êtes élu président du Conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. Et vous allez faire on peut dire quelques lois, enfin quelques projets de loi en tout cas, comme les panneaux en signalisation en Corse. Ça vient de vous, 89, effectivement, sous votre mandature. Et vous aviez même un projet de co-officialité de la langue aussi. Oui, c'est une motion qui a été votée à l'unanimité du Conseil. Or, dans ce Conseil, il y avait des gens de droite, même d'extrême droite, et des gens de gauche, et des nationalistes. Or, on a voté à l'unanimité le principe de co-officialisation de la langue corse, de la langue française. Parce qu'il nous semblait que, par exemple, lorsque quelqu'un venait de son village et voulait expliquer un problème administratif ou médical, etc., à un guichet quelconque, d'une administration quelconque, il fallait que, s'il s'exprimait mieux en corse à l'époque, peut-être qu'en français, eh bien, qu'il trouve quelqu'un qui le comprenne et qui puisse lui répondre dans la même langue. Il nous semblait que c'était un peu naturel. Et d'ailleurs, ça a été voté. Parmi les membres du Conseil, il y avait la première ambassadrice de France, Mlle Campana, qui était une dame très âgée, qui était charmante, que je montais d'ailleurs de Bastia souvent en voiture, et qui me racontait d'ailleurs sa vie. Et ça a été De Gaulle qui l'avait nommée la première ambassadrice de France. Elle a voté cette idée-là, tout à fait. Et à l'époque, ça a juste été voté là, hein. Ça n'a pas été... Bon, ça n'a pas été, mais le mot est arrivé là quand même. Hein. Le premier mot... co-officialité était utilisée à cette époque-là. Et justement, avec les langues, eh bien, vous allez aller à la découverte d'autres langues. Mais à cette époque-là, quand vous vous retrouvez tous là, vous avez la certitude que ça y est, ça va marcher? Oui, on le pensait effectivement. Et on pensait qu'il y avait des progrès à faire, mais que ce progrès était en train de se faire. Ça n'a pas toujours été le cas, forcément. Mais pendant ce temps-là, justement aussi, eh bien... j'ai mis ces photos-là. Parce que ça ne vous suffit pas, ça. Il faut écrire aussi. Vous allez recevoir combien de fois le prix du livre corse? Deux fois. Hein, c'est à l'occasion... Là, c'est la première, je crois. Oui, c'est la première. En français et en corse, d'ailleurs. Hein, vous allez recevoir le prix. Absolument. Et toujours aussi, une formule qui marchait. On va écouter, et puis après, on va parler. Il y a ça aussi, toujours. Ah oui. Quando egli s'aprenuva l'albore era quella nacqua d'un licore mandatemi una mano per favore. Des chansons. Encore. Vous avez écrit combien de chansons? Est-ce que vous le savez? 200 environ, oui. 200? Oui, quelque chose comme ça, oui. Et j'en écris toujours. Donc, et on vient encore vous voir. Il y a encore des jeunes aujourd'hui, quand ils veulent se lancer, ils viennent vous voir. Qui me demandent des textes, qui me donnent des musiques. Bon, c'est pas toujours facile à faire. Hein, puis qui me disent j'aimerais bien que vous fassiez une chanson sur ce sujet-là, etc. À l'époque, on me disait d'ailleurs un peu la même chose. On disait les chansons d'amour, encore s'il n'y en a pas des masses. C'est toujours des chansons un peu militantes, etc. Ben, alors, et Mauvrin, il me dit fais-nous une chanson d'amour. Je fais une chanson, c'est un tube. C'est devenu un tube, puisque dans le dernier Corse Mezzo Mezzo, c'est une des deux chansons de Bach qui ont été choisies. Exactement, ça vous a rapporté de droits d'auteur d'ailleurs. Pas mal. Et je crois savoir que vous travaillez sur le nouvel album de Feli, d'ailleurs. Oui. Et même vous, aujourd'hui, vous avez pas loin de 80 ans, quand même, hein, dans quelques semaines. Pas mal. C'est vous qui vous dites, Feli, il faudrait que tu arrêtes un petit peu, on va aller dans une nouvelle façon d'écrire. C'est vrai. C'est quoi la nouvelle façon d'écrire que vous... C'est un peu ce que nous disions au début, au moment de Rigiro, etc. Autrement dit,
ne pas rester forcément à tout ce qu'on a toujours fait, le quatrain, le sisin d'octosyllabes, etc. C'est-à-dire quelque chose qui est rythmé, un peu comme dans toutes les chansons traditionnelles. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on change un peu, qu'on fasse des choses même sans rime. C'est ce que j'ai fait avec la chanson de Kohané, que j'ai traduit. Ça, c'est une chanson un peu surréaliste, si on veut. Pas surréaliste vraiment, mais qui pose un peu les choses d'une manière différente. Là, il y a la même là, c'est original, parce que partout. Ide, partout. C'est rare, ça. Quatre vers les mêmes. Ça me plaît de chercher des choses nouvelles, etc. J'ai toujours fait ça un peu. J'ai toujours été un peu pédagogue dans ma vie, et puis créatif, si on veut. J'essaye de créer des choses. Parce qu'un prof d'université qui fait des chansons, c'est pas si connu que ça, quoi. C'est la raison pour laquelle on vous a invité sur ce plateau. Et on va finir avec le dernier écran, si vous le voulez bien. Oui. Mettez-vous là, regardez. Hop, là, c'est ma place. Ah oui, c'est vrai. La dernière photo, ça va être celle-là. Oula, effectivement. Odia Barlemo Gorsu. Elle est de 84. Voilà. Aujourd'hui, on parle corse. Ah, oui. Vous y croyez à fond à l'époque. Ah, oui, on y croyait. On est en 2020 aujourd'hui. Évidemment. Non, c'est pas toujours aussi facile qu'on l'imaginait, sans doute. Ça a été votre combat, la langue corse. Est-ce qu'on peut dire que c'est un combat? Moi, ça a été toujours un combat, mais un combat peut-être avec un C minuscule, parce que c'est un combat, c'est pas un combat à mort quand même. Hein. Montaigne disait « Je me battrai jusqu'à la mort exclusivement », disait-il. Autrement dit, excluer quand même la mort. C'est un peu la même chose pour la langue corse. Il faut que moi, évidemment, je me suis battu pour que la langue corse continue, etc., dans la meilleure des conditions. Mais bon, je ne suis pas le seul à pouvoir le dire. Ça, il faut que tout l'ensemble le prenne en compte. Sinon, bon, évidemment... Enfin, et moi, je ne perds pas d'espoir quand même. Parce que, encore une fois, si, sur le fond, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché comme on l'imaginait, il y en a d'autres, par exemple, des secteurs différents et nouveaux dans lesquels la langue corse a fait son trou, ou essaye de le faire, eh bien, ils sont nombreux. Et donc, c'est aussi ça, une petite note d'espoir. Ok. Allez, donc, alors, on finira sur cette note d'espoir. Avec un selfie, si vous le voulez bien. D'accord. Allez, mettez-vous à côté de moi, souriez, Jacques. Voilà. Ça a été un véritable plaisir. Eh bien, moi aussi, franchement, beaucoup. De retracer ce parcours avec vous, riche. En plus, si on vous fait revenir à Ajaccio, alors tout va bien. Tout à fait. À bientôt, Jacques. Au revoir.